Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Et dans les titres de l'actualité de ce jeudi 10 mars, nouvelle réaction pour la décharge de Fabrègues. L'opérateur Cita a souhaité s'exprimer aujourd'hui devant notre caméra. Le coup dur porté aux entreprises de photovoltaïque, 2 arrêtés fixent un nouveau cadre réglementaire baissant de 20% le prix d'achat des énergies alternatives. Nous avons rencontré une entreprise qui nous expliquera les conséquences de cette mesure. Il est montpelliérain et vient de créer une association en Tunisie pour aider les jeunes à s'en sortir. Bruno Lafont, chef d'entreprise, est notre invité de ce soir. Il nous parlera de la situation actuelle en Tunisie. Son témoignage dans un instant. Mais on commence tout de suite ce journal avec le déploiement d'un plan épervier. Un individu aurait commis 6 braquages dans la journée à Pérols, Carnon, Saint-Onès et Mudaison. 4 supérettes et 2 pharmacies auraient été braquées. La personne, armée, est partie sur une petite moto Dax de couleur orange. Il porte un casque gris. La gendarmerie et la police ont mis en place un grand dispositif avec des barrages terrestres et une surveillance aérienne. Nouvel épisode, comme je vous le disais dans les titres, dans le feuilleton du projet de décharge à Fabrègues. Après l'abandon de l'agglomération suivi par celle du préfet, c'est maintenant l'opérateur Cita qui donne son sentiment. Explication Olivier Roiran. Je viens de vous donner l'information comme quoi l'agglomération suspendait la réflexion et les questionnements sur le site de Fabrègues. C'était le 9 décembre dernier, à la surprise générale, Jean-Pierre Moore, tout juste élu président de l'agglo de Montpellier, annonçait la suspension puis l'abandon du projet de centre de stockage de déchets à Fabrègues, un projet qui perdait ensuite son intérêt général après délibération du conseil d'agglo, une décision confirmée par le préfet le 16 février dernier. Il restait la position ultime de l'opérateur Cita en charge de la mise en œuvre du projet de Fabrègues. Il s'exprime aujourd'hui sur la question. Nous avons pris la décision d'abandonner ce projet, de l'arrêter pour se mettre on va dire en phase avec la décision de l'agglomération et du président Moore. Il n'y a plus aujourd'hui les éléments réunis pour le mener à terme. Il m'est déjà arrivé, vous voyez, ça fait 10 ans que je travaille chez Cita, il m'est déjà arrivé une fois, c'est la deuxième fois d'arrêter comme ça un projet, mais je vous dis, la statistique est assez implacable. On dit, en gros, dans la profession, il y a un projet sur 3 qui va au bout. En tout cas, chez les opposants de la première heure à Fabrègues, on se réjouit de ce nouvel épisode, mais après 7 ans de combat, la méfiance reste de mise. Pour l'instant, c'est un effet d'annonce. On attend de voir comment va se concrétiser cet effet d'annonce par des actes administratifs, à savoir le retrait réel de l'arrêté qui autorise les installations classées, ce qu'on appelle un arrêté ICPE, parce que tant que cet arrêté dure, ils ont toujours l'impossibilité d'exploiter quelque chose. Il y a aussi encore un projet d'intérêt général qui avait été repositionné par la Cour d'appel de Marseille. Il faudrait aussi que ce projet soit complètement annulé. Et puis, pourquoi pas également, parce que là aussi, on pourrait encore s'inquiéter d'un projet quelconque en sous-main, qu'ils aient plus de lien avec le domaine de Mirabeau, à savoir les locations de terrain ou de terre. Car l'objectif, c'est bien de protéger ces terrains en élargissant le périmètre du site classé du massif de la Gardiole. Le maire, quant à lui, a fait les comptes. La facture de 7 ans de bataille juridique est plutôt salée. Elle ne passe toujours pas. Ça a coûté quand même un demi-million d'euros en frais d'action juridique et en frais d'études. Donc je crois que c'est quand même, la commune de Fabrègues a été pénalisée. Actuellement, on a quand même déposé un recours auprès du tribunal administratif, un recours indemnitaire, parce qu'on estimait qu'on avait été lésé dans cette affaire et les faits actuels prouve qu'on avait raison, mais que c'était pas l'endroit idéal pour mettre un centre de stockage de déchets. Et les Fabrégois l'ont promis, ils feront une grande fête dès qu'il n'y aura plus aucun doute sur l'abandon définitif du projet de décharge à Fabrègues. Et l'opérateur qui intervenait sur Fabrègues gère aussi l'usine de méthanisation des Amétis qui est une nouvelle fois à l'arrêt depuis le 4 mars. Olivier Roiran en a profité pour demander au directeur général les raisons et la durée de cet arrêt. C'est un petit arrêt préventif en fait, c'est uniquement un point de sécurité, si vous voulez, sur un préventif, sur des systèmes de sécurité
des ponts roulants. Et pour éviter tout risque, il y a une consolidation qui est faite avec un organisme de contrôle qui vient vérifier que tout ça répond bien aux normes en vigueur et qu'il n'y a pas de sécurité pour les opérateurs. Donc on était dans un arrêt préventif et purement préventif. C'est pas un problème mécanique ni un problème de casse quelconque. Là, on était dans le préventif. Ça va reprendre normalement demain. Voilà, ça a été quelques jours uniquement. Voilà. Et ça ne s'arrange pas pour la filière photovoltaïque. Le moratoire mis en place pour 3 mois par le gouvernement en décembre 2010 avait déjà mis à mal beaucoup d'entreprises du secteur. Il suspendait en fait l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite par les panneaux solaires. Reportage de Laurence Calafatides. Une usine d'assemblage de panneaux solaires devait voir le jour à Saint-Tonès. Un projet presque finalisé avec 50 emplois à la clé. Pour cette entreprise, il ne manquait plus que la nouvelle politique tarifaire de rachat d'électricité pour éclairer l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les 3 mois, les choses changent et vous n'avez aucun investisseur qui veut venir sur un projet industriel qui est forcément à 5 ans ou à 10 ans sur des tarifs qui changent tous les 3 mois. Donc c'est impossible aujourd'hui de monter un projet industriel autour d'une telle volatilité du gouvernement sur ces tarifs. Des tarifs d'ores et déjà 20% en dessous de ceux en vigueur en septembre 2010. De quoi refroidir les investisseurs. Arcolia a mis son projet d'usine en stand-by pour au moins 1 an. Elle se concentre désormais sur les contrats déjà signés. C'est suffisant pour tenir jusqu'à fin 2012, mais après. Les nouvelles mesures gouvernementales vont avoir un impact après 2012 et à l'heure actuelle, nous sommes obligés d'anticiper une diversification de nos activités. Les professionnels de la filière photovoltaïque broient du noir. Ils dénoncent une politique énergétique à des années-lumière du Grenelle de l'environnement. Autre sujet, le cancer colorectal est la 3e cause de cancer en France après celui de la prostate et du sein, ainsi que la 3e cause de décès par cancer. En 2010, dans l'Hérault, environ 1960 cas ont été recensés et cet après-midi, des professionnels se sont réunis pour une sensibilisation au dépistage de ce cancer. Je vous propose d'écouter les conseils d'un médecin au micro de Ghislain Fondévilla. Ce dépistage, il est destiné aux personnes de 50 à 74 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que le cancer colorectal est extrêmement rare avant 50 ans et c'est 4 à 5% des cancers et le plus souvent dans ces cas-là c'est une forme familiale qui justifie d'un suivi particulier. Donc il s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans qui n'ont aucun symptôme, aucune histoire particulière ni personnelle ni familiale vis-à-vis du cancer colorectal et on leur propose de réaliser ce test tous les 2 ans. C'est un test qui doit être refait régulièrement. Et à noter aussi que le 19 mars aura lieu une grande campagne de sensibilisation. Ce sera sur la place de la Comédie avec l'installation d'un colon géant. Nouvel élan pour le salon du jeu vidéo Montpellier In-Game. La 2e édition n'aura pas lieu en juin, mais en novembre, du 16 au 20 novembre 2011, très exactement, lors du salon professionnel des nouvelles technologies, appelé aussi DigiWorld Summit de Leadate. Un festival, à l'image du théâtre d'Avignon, sera donc organisé dans Montpellier et les villes de l'agglomération. Les explications de Michel Assalian au micro de Pierre-Paul Castelli. Nous avons fait une première édition l'an dernier où nous avons reçu autour de 13 000 visiteurs qui ont pu un peu découvrir la filière jeux vidéo. Aujourd'hui, on a décidé, vu le succès et puis vu l'ambiance actuelle de l'économie de ce secteur, de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire que nous allons carrément organiser une semaine du jeu vidéo dans l'agglomération de Montpellier qui sera centrée sur le jeu vidéo à partir, on commencera par une partie business, une partie formation et après le côté grand public que nous avons connu l'an dernier, mais en beaucoup plus grand. L'une de nos premières surprises par rapport au MIG 2010, c'est d'avoir eu pendant quelques temps beaucoup d'entreprises qui téléphonaient, qui étaient d'ores et déjà installées à Marseille, à Toulouse ou à Lyon, et qui nous appelaient en disant mais on s'aperçoit que la puissance publique ici à Montpellier, dans l'agglomération, s'intéresse à la filière. Nous ici, on est un peu laissés à nous-mêmes. Quelles seront les conditions pour venir s'installer? L'objectif à terme, dans quelques années, ça serait de créer une zone dédiée aux jeux vidéo. On ouvre désormais une page sport. Je vous rappelle que samedi, l'équipe de France de handball rencontre la Serbie. Le match aura lieu à 17h15 à l'Arena. Et puis en voile, nouvelle escale pour Quito de Pavan. Le Grand Montois a fait une escale technique dans la Barcelona World Race. Dans la nuit de mardi à mercredi, il est arrêté à Wellington avec son co-skipper Sébastien Odigan.
Je vous le disais dans les titres, un Montpelliérain a créé récemment une association en Tunisie pour aider les jeunes à s'en sortir. Il est notre invité de ce soir. Bonsoir Bruno Lafont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chef d'entreprise, très exactement coach en stratégie et développement personnel. Vous venez donc, vous revenez tout juste de Tunisie et puis vous avez reçu le diplôme, exactement ce diplôme d'honneur. Pour quelle raison ? Oui, bonsoir. Merci d'abord de bien vouloir m'accueillir sur votre plateau. Bien, c'est un diplôme de président d'honneur d'une association que nous avons créée pour la première fois en Tunisie. Une association très libre, puisque pendant de nombreuses années, ces jeunes n'ont jamais pu s'exprimer. Et voilà que d'un seul coup, j'ai eu l'idée d'aller rencontrer, et en fait, de rencontrer des hommes du gouvernement. J'ai tapé aux portes du secrétaire d'État du tourisme, chargé au tourisme, qui nous a ouvert très grand les portes. Et c'est une très longue histoire d'amour, en fait. D'abord entre la Tunisie et moi, puisque je connais la Tunisie depuis 30 ans. Et l'année dernière, j'y ai vécu pratiquement 1 an. Et là, je n'ai plus reconnu le visage de la Tunisie que je connaissais. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, par cette révolution, ben, je pense que c'est tout à fait logique d'après ce que j'ai ressenti. Il y avait la peur pendant 1 an sur les visages des gens. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Tout était à l'envers. Trop de policiers, trop de questions. On ne pouvait pas rire. Vous sentiez déjà qu'il y avait une pression, en fait, en 2010. Quelque chose avait changé. Oui, oui. Ça ne collait pas avec cette Tunisie que j'avais connue il y a 30 ans en arrière, si chaleureuse, avec des gens d'amour, avec des gens de joie, avec des gens vraiment de fête, des gens tout simples. Là, tout était caché, tout était vraiment... on ne pouvait pas parler dans la rue, on ne pouvait pas sourire. Dès qu'on faisait une allusion à quoi que ce soit, c'était interdit, la police intervenait. J'ai vu des gens molestés par la police le soir, alors qu'ils n'avaient rien fait de particulier. Donc tout ça, puis on n'avait plus envie d'être là-bas, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait. D'accord, donc vous êtes revenu mi-décembre à peu près, donc mi-décembre 2010 en France, à Montpellier, et ensuite vous y êtes retourné début février. Donc là, c'est cela. Expliquez-moi un petit peu. Donc là, j'ai été pris d'une très grosse colère parce que j'ai dit c'est pas possible, on n'écoute pas les jeunes. Ils ont fait la révolution, mais on ne les écoute pas. Alors j'ai tapé aux portes. J'avais fait un courrier à Monsieur le ministre du Tourisme lui disant voilà, je suis français et voilà ce qui se passe quand je parle aux Français et que je leur demande qu'est-ce que vous avez vu de la Tunisie? Rien. Le all-inclusive, tout sur place. Le all-inclusive, c'est tout le temps ça. On parle que de ça. C'est tout. Ben non. On n'a plus le commerce local. On ne va plus chez le commerçant. On ne va plus chez le restaurateur tunisien. Donc ça tue complètement cette Tunisie depuis des années. Donc je lui ai exposé des tas d'idées, puisque je suis un générateur d'idées. Donc je lui ai dit voilà, j'ai des tas d'idées. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je n'ai pas eu de réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé taper à la porte. Et là, j'ai été reçu. Et j'ai été reçu avec une délégation de jeunes à qui je leur ai dit, voilà, ces jeunes de Sidi Hammer, à côté de Monastir, je leur dis, voilà ce que je vous propose. Pourquoi ne pas transformer cet élan de révolution en une magnifique énergie créatrice, quelque chose de nouveau pour vous? Faites revivre le vrai visage de la Tunisie. Vous êtes un peuple chaleureux. On n'a pas à avoir peur de vous. On doit revenir vous voir. Alors c'est à vous de le dire. Donc il n'y avait pas 50 solutions. Il fallait taper aux portes du gouvernement. Et on a rencontré 2 ministres qui nous ont vraiment ouvert les bras, accueillis. Et le ministre le dit lui-même. Il le dit à ces jeunes, vous êtes libres. Osez. Faites. Je vous soutiens. Faites des petites choses, mais faites-le bien. Oui, c'était dans une vidéo sur YouTube, où vous êtes avec donc, le secrétaire d'État au tourisme. Oui. Vous discutez ensemble et c'est là où justement il parle en français et puis il leur dit qu'ils ont toutes les clés en main pour faire changer les choses. Oui, parce qu'on voyait ces jeunes, ils tremblaient devant le ministère, ils étaient là, ils n'avaient pas l'habitude, ils disaient mais c'est pas possible, mais si c'est possible. Et le secrétaire... Vous sentez qu'ils avaient peur, que ces jeunes ont peur de... Mais ils ont toujours eu peur. Ce sont des jeunes qui ont été bridés. Ils ne pouvaient pas, vous savez, ce sont des jeunes qui... La jeunesse, là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Facebook, c'est les matchs de foot. Et heureusement qu'il y a ça. Ils ne font rien, ils s'ennuient. Et le soir, c'est le café, c'est la chicha. Donc on a même rencontré la ministre de la Santé qui m'a dit « Mais mon Dieu, merci, monsieur Bruno, merci. Vous allez les sauver parce qu'ils ne vont plus être au café, ils vont faire d'autres choses, ils vont s'occuper. » Et effectivement,
Cette association qu'on a lancée, eh bien, c'est une association principalement basée sur le renouveau du patrimoine, de la culture et des traditions. D'accord. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ce petit village en Tunisie là, Eh bien, écoutez, les dernières nouvelles que je viens d'avoir, il n'y a même pas un petit quart d'heure, là, ce sont des nouvelles très encourageantes, puisque le gouverneur de Monastir les a invités, il va venir les voir, il leur ouvre plein de portes. On a besoin maintenant de créer une bibliothèque. On va faire venir une équipe de musiciens turcs. On va faire venir, il y a des tas d'artistes qui se proposent de venir pour faire la fête dans ce village, pour faire revivre la culture. On va faire ressortir les vieilles poteries. On va dire à tous les messieurs, vous qui êtes des artisans, qui êtes des génies avec vos mains, allez, on va retravailler. Toutes ces dames qui faisaient les cache-colles, les couvertures, la laine, le travail de main, allez, on recommence et on fait revivre cette... Et qu'est-ce qui peut vous dire que ça peut marcher? Mais parce que ça va marcher, parce qu'ils en ont envie, parce qu'on le sent. On sent que ce village qui était un village banal est en train de revivre, est en train de reprendre une autre couleur. Mais bien sûr que ça va marcher, ils en ont envie. Ils sont tous là, ils se sont levés, ils m'ont remercié, ils m'ont applaudi, ils m'ont remis ce diplôme de président d'honneur parce qu'ils m'ont dit... Vous nous avez aidés dans ce village et vous nous avez simplement ouvert les portes. Mais qu'est-ce que c'est immense? Pourquoi personne n'y a pensé? Ils se sentaient abandonnés, ils se sentaient seuls, ils se sentaient vraiment... voilà, oui, la France les avait un peu oubliés, je pense, c'est vrai. Alors, avec quel argent, justement, vous comptez Écoutez, eux, déjà, ils peuvent arriver à relever la tête et puis à justement... vous savez, ils viennent de faire une action d'éclat tout à fait extraordinaire. Ils viennent, avec cette association, de récolter plus d'1,5 tonne de matériel qu'ils viennent d'apporter en frontière libyenne pour les réfugiés, là-bas. C'est la première fois qu'on voyait une association de jeunes faire ça. Ils vont faire, dans les prochains jours, une grande fête pour reconstruire l'école maternelle. Ensuite, toutes les fêtes qu'on va programmer là-dedans, parce qu'on va faire venir. Moi, je vais aller le chercher, le touriste. Je vais le faire venir dans ce village pour qu'il voit, peut-être même pour qu'il goûte au couscous qu'il va lui-même préparer avec l'habitant. Le vrai, le traditionnel. C'est ça, je crois, le vrai tourisme. Demandez aujourd'hui à un Français qu'est-ce qu'il voit quand il va en Tunisie. Qu'est-ce qu'il voit par rapport à son hôtel? Rien. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'était dans les souks, l'agressivité des gens pour de l'argent, toujours à cause de l'argent. C'était les policiers dans la rue tout le temps, une présence omniprésente. C'était impossible à vivre. Alors maintenant, non. Il faut revenir. La Tunisie est un pays qui aime ses touristes, quels qu'ils soient. Et les Français sont particulièrement aimés. Parce que ce sont des gens qui sont reconnaissants, ce sont des gens qui vivent tout simplement. Alors maintenant, dans cette association, ils sont en train de prévoir, et tous les jours, il y a des nouveaux projets. D'accord. Alors justement, vous parlez de projets. Dites-nous, quels sont vos projets ici à Montpellier? Prochainement, je rencontre M. Jacques Domergue, qui a été le premier à me répondre à ma requête en lui disant, voilà, j'ai besoin de votre aide, on a besoin d'aider ces gens-là, ces jeunes. Nous sommes dans une ville de jeunes, et là-bas, c'est une ville universitaire aussi. 9000 étudiants à Monastir, 2000 dans ce simple village. Alors il va me recevoir et je vais lui demander deux choses. D'abord, j'aimerais qu'on réouvre l'aéroport de Montpellier aux lignes de Monastir et de Tunis. J'aimerais également qu'on jumelle le jumelage de Montpellier avec aucune ville de Tunisie pour l'instant. Pourquoi pas avec Monastir aussi? Et peut-être qu'un maire ce soir va m'entendre d'un village, peut-être Juvignac, Latte, des gens qui aiment les actions, qui aiment. Eh bien, jumelons-nous avec aussi ce petit village, pas pour de l'argent, mais simplement pour que ces jeunes se disent... Pour qu'il y ait des structures et pour que ça puisse les aider à s'en sortir et à vivre de façon un peu plus normale et démocratiquement. Ils ont besoin de vivre, ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin tout simplement de dire merci, voilà, vous êtes venus, vous nous avez aidés, et bien notre cœur est ouvert. Eh bien, j'espère que les politiques vous entendront. Merci à vous. Et donc, je vous remercie d'être venu sur nos plateaux. Je rappelle, hein, vous êtes Bruno Lafont, coach en stratégie et développement personnel. Et donc, vous avez reçu le diplôme d'honneur donc pour votre association qui s'appelle, rappelez-le. Le groupement des jeunes, donc l'association des jeunes pour le renouveau du patrimoine, des traditions et de la culture. Merci beaucoup, Bruno Lafont. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à demain, 12h30, pour votre flash d'information. Très belle soirée à tous et à demain sur TV Sud Montpellier.